des racines et des ailes. À travers ce texte, je voudrais rappeler une conviction essentielle. Éduquer, ce n'est pas seulement instruire. C'est aider chaque enfant à grandir, à comprendre le monde et à trouver sa place. Depuis très longtemps, les adultes aident les enfants à grandir. Avant l'école et les livres, on se retrouvait parfois autour d'un feu. Les anciens racontaient des histoires, expliquaient, montraient et guidaient les plus jeunes. Ils voulaient que les enfants puissent plus tard se lever, penser et agir. Le livre des racines et des ailes parle de cette grande idée. Éduquer, c'est important. Ce n'est pas un livre pour apprendre par cœur comme un manuel. C'est plutôt un voyage qui raconte le travail patient des adultes qui aident les enfants à apprendre. Ce livre dit aussi une chose très forte à chaque enfant. Tu as ta place dans le monde. Tu peux réussir et avancer avec respect et courage. Il montre un bel équilibre. Il respecte le passé et il regarde le présent. Il parle des grandes personnes qui ont réfléchi à l'école et à l'éducation comme Montessori ou Freinet. Mais il ne dit pas, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il invite à réfléchir et à améliorer. Ce livre parle aussi des gestes des enseignants. Écouter, expliquer, encourager, faire progresser. Il rappelle que le travail des enseignants est essentiel. Il aide les enfants à construire leur avenir. Aujourd'hui, il y a des défis. Il y a parfois des injustices. Tout va très vite. Il y a le numérique, écran, Internet. Et parfois, on oublie une chose importante. Le livre nous donne une boussole. Si l'école aide les enfants à penser par eux-mêmes, à agir avec justice et à bien vivre ensemble, alors l'avenir peut rester plein d'espoir. Au groupe scolaire Al Reishi, ce message est très important. Donner aux enfants des racines, des bases solides, une culture, des valeurs et des ailes, la confiance, la liberté de penser, l'envie de créer et d'inventer. Que ce livre soit lu, relu, partagé et surtout qu'il inspire. Je vous invite à remonter aux origines de l'apprentissage, à ce moment où les êtres humains ont commencé à transmettre, à guider et à donner du sens à ce qu'ils vivaient. Avant les tableaux, avant les cahiers, avant les cartables, il y a eu le feu. Autour d'une lumière fragile, des hommes et des femmes se rassemblaient. Le monde n'était pas encore expliqué par des livres. Il était d'abord vécu le froid, la faim, la peur, la chasse, la nuit. Et pourtant, près du feu, quelque chose de décisif apparaît. L'être humain commence à transmettre autrement que par la survie immédiate. L'adulte ne fait pas seulement, il raconte, il montre, il nomme, il corrige, il répète. Il prend du temps d'attendre que l'autre comprenne. C'est déjà une forme d'école. Une école sans mur, mais avec une intention claire. Un enfant observe une main qui taille un silex. Le geste est précis, patient. L'adulte n'ordonne pas seulement, fait. Il enseigne aussi comment faire, la position, l'angle, la force, le rythme. L'enfant essaie, se trompe, recommence. L'adulte intervient au bon moment, ni trop tôt pour laisser l'enfant apprendre, ni trop tard pour éviter la frustration de l'arrêt. Déjà, une pédagogie existe, l'art de guider. Mais la première école n'est pas seulement celle du geste, il est aussi celle du sens. Autour du feu, on raconte pour se souvenir, pour prévenir, pour unir. Le récit devient une protection. Il transforme l'expérience en connaissance partageable. Il dit, voilà ce que nous avons appris, voilà ce qu'il faut éviter. Voilà ce qui nous tient debout. Ainsi, le savoir naît de cette capacité à faire passer une expérience d'une personne à une autre et d'une génération à la suivante. Ce retour aux premières formes de transmission nous permet de poursuivre notre réflexion et d'explorer d'autres dimensions de l'éducation. Depuis très longtemps, les humains apprennent. Ils apprennent à vivre, à partager ce qu'ils savent.
Inventer et ne pas abandonner. À chaque époque, les adultes se posent une grande question. Quel enfant veut nous aider à devenir? Ce livre est né de cette question. Ce livre n'est pas une liste de toutes les écoles et de toutes les méthodes. C'est un voyage à travers le temps et le monde pour comprendre comment l'éducation a changé et comment il nous aide encore aujourd'hui à vivre. Aujourd'hui, on dit parfois que l'école a des difficultés. On ne comprend pas toujours à quoi ça sert. Ce n'est pas toujours clair. Alors ce livre nous aide à retrouver une boussole, un repère pour avancer. Il défend une idée simple et forte. Éduquer, c'est donner des racines et des ailes. Des racines parce qu'un enfant a besoin de mots, de règles, d'histoires et d'exemples, et d'adultes qui l'aident à grandir. Des ailes parce qu'un enfant ne doit pas seulement copier, il doit aussi apprendre à penser par lui-même. Créer, devenir lui-même, changer le monde en mieux. Dans ce livre, chaque chapitre veut faire deux choses. Montrer comment on a appris autrefois, à qui, comment et pourquoi. Faire réfléchir. Qu'est-ce que j'ai choisi sur la société? Et qu'est-ce que cela change pour l'école d'aujourd'hui? Le livre nous fait visiter des lieux d'école différents. La classe d'un scribe, la place grecque Agora, une madrasa, une école moderne, et même une salle avec des ordinateurs. On raconte aussi des personnes célèbres et aussi des enseignants inconnus. Socrate, Confucius, Rousseau, Montessori. On parle de grandes questions. Faut-il plus de discipline ou plus de liberté? Faut-il garder la tradition ou changer pour le progrès? Comment être juste et aider tout le monde? Et le message principal est le même. Former un être humain libre, avec des racines solides et capable d'aider les autres. Je voudrais montrer ici qu'apprendre à grandir, c'est aussi apprendre à se limiter, à écouter les autres et à comprendre que la règle peut nous aider à mieux vivre ensemble. Puis, arrive un moment étonnant. On invente la règle. Ne fais pas cela. Fais ceci comme ça. Attends, respecte, écoute. Au début, la règle n'est pas une prison. C'est un outil pour vivre ensemble. Elle protège du danger. Elle évite les conflits. Elle organise la vie du groupe. La règle marque aussi une frontière importante. Entrer dans le monde des humains, c'est apprendre à se limiter. On peut vouloir beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Éduquer, c'est déjà transformer un instinct. Réagir sans réfléchir. En une conduite, agir avec réflexion. Cette réflexion ouvre à son tour sur d'autres questions essentielles qui nous aident à mieux comprendre le rôle de l'éducation. Un voyage dans l'histoire de l'éducation. Je vous propose d'entrer dans un grand voyage à travers le temps pour découvrir comment les humains, siècle après siècle, ont cherché à transmettre, à former et à faire grandir. Ce livre est un voyage à travers les différentes réponses que les humains ont inventées pour éduquer. Nous allons traverser des scènes très différentes. La tablette d'argile du scribe, la broie au long des bas, la patience du copiste, la rigueur de la madrasa, l'imprimé qui permet de diffuser les livres, la classe moderne avec ses rangées et la salle connectée du XXIe siècle. Nous rencontrerons aussi des personnes, des philosophes, des pédagogues, des réformateurs et des enseignants ordinaires. Nous verrons que les méthodes changent. Copier, réciter, débattre, faire des projets, expérimenter. Mais certaines questions reviennent toujours. Comment donner envie d'apprendre? Comment aider les élèves à comprendre? Comment évaluer sans décourager? Comment garder de l'exigence sans blesser? À chaque étape, nous reviendrons à notre fil rouge, des racines et des ailes. Parce que l'éducation n'est pas seulement une affaire d'école, c'est une affaire d'humanité. Si on devait résumer l'ambition de ces livres en une phrase, ce serait « L'éducation est l'art de transformer la mémoire en l'avenir ». Alors, ouvrons la porte. L'histoire ne commence pas dans les bâtiments.
Elle commence dans la nuit et s'allume simplement autour d'un feu. Ce parcours nous invite encore maintenant à poursuivre notre réflexion en ouvrant une nouvelle étape dans notre regard sur l'éducation et sur son histoire. La transmission par le geste et l'imitation. Je voudrais rappeler ici une évidence souvent oubliée. Avant d'apprendre avec les mots, l'enfant apprend avec son corps, avec son regard, avec l'imitation et avec l'expérience. Apprendre avec le corps avant d'apprendre avec les mots, avant les méthodes. Il y a une chose simple. On apprend en regardant faire. Un enfant ne naît pas avec un mode d'emploi, mais il naît avec une capacité très précieuse. Imiter. Il observe, il copie, il essaie, il se trompe, puis il recommence. Il suit une main, il cherche un rythme, il écoute une respiration. D'abord, il comprend le but du mouvement. Ensuite, il comprend le but du mouvement. C'est comme ça que le savoir humain a commencé. Grâce à des gestes transmis, corrigés et améliorés, jusqu'à devenir des habitudes sûres. Dans les sociétés anciennes, apprendre par le geste n'était pas un moment spécial de la journée. C'était la vie. Apprendre à porter, à attacher, à couper, à tisser, à cuire, à tracer. Et en voyant tout de suite si le geste était réussi ou non, chaque erreur apprenait quelque chose, parfois durement. Petit à petit, le corps devenait une mémoire. Elle se souvenait des bons gestes. Ce qui est important, c'est que l'imitation n'est pas primitive, au moins intelligente. Au contraire, elle est fondatrice. Elle construit les premiers apprentissages. Aujourd'hui encore, à l'école, une grande partie de ce que l'élève apprend vient de ce qu'il voit, sent, reproduit. L'élève imite une façon de tenir le crayon, de lever la main, de lire à voix haute, de découper, d'entrer dans un travail. Mais il imite aussi une attitude, l'attention, l'effort, la persévérance et la fierté de bien faire. Ce chapitre raconte cette pédagogie très ancienne. Apprendre par le geste et l'imitation. Il montre aussi comment l'école peut la rendre consciente, maîtrisée et généreuse, surtout au primaire. Cette première manière d'apprendre nous invite à poursuivre nos réflexions en découvrant d'autres chemins par lesquels l'éducation aide l'enfant à grandir. Je voudrais montrer que, dans l'apprentissage, le geste n'est pas quelque chose de secondaire. Il porte déjà une intelligence, une précision et un chemin vers la compréhension. Le geste, une intelligence silencieuse. Un geste, ce n'est pas seulement un mouvement. Un geste, c'est souvent une solution. Par exemple, on peut avoir des ciseaux, un stylo, une règle. Mais si le corps ne sait pas bien les utiliser, ces objets ne servent pas vraiment. Ce type de savoir s'apprend rarement avec une définition. Il s'apprend surtout grâce à 4 étapes. Un modèle, on regarde quelqu'un faire. Une répétition guidée, on refait avec de l'aide. Un retour précis, on corrige, on ajuste. Une automatisation, on n'y pense plus, on sait faire. C'est exactement comme pour les apprentissages de base. Écrire, lire à voix haute, poser une opération, découper une phrase, prononcer clairement. Souvent, le geste est la porte d'entrée de l'esprit. Quand le corps sait faire, l'esprit peut se libérer pour mieux comprendre. L'imitation, copie ou chemin vers l'autonomie. Parfois, on n'aime pas le mot imitation. On pense à une copie sans réflexion, par cœur aveugle. Pourtant, l'imitation est une étape normale et même utile quand elle est bien accompagnée. On peut dire l'imitation est un échafaudage. Un échafaudage aide à construire. Il permet d'aller plus haut, puis on l'enlève quand on n'a plus besoin. Dans les ateliers d'artisans, l'apprenti regardait le maître. Il copiait d'abord, puis il comprenait et enfin il inventait. À l'école primaire, c'est souvent pareil. L'élève copie d'abord un geste juste, écriture, lecture, résolution.
Oui, il comprend les raisons. Et ensuite, il apprend à l'adapter tout seul. Donc, la vraie question n'est pas faut-il imiter? La vraie question est comment montre-t-on et comment aide-t-on l'enfant à dépasser la copie? Le récit autour du feu. Langage, mémoire, compréhension. La première école de l'esprit. Avant les cahiers, il y a eu la voix. Avant les leçons, il y a eu l'histoire. Autour du feu, les personnages se rassemblaient pour survivre, mais aussi pour se comprendre. Et là, l'éducation a pris une forme très importante. Le récit. Le récit fait quelque chose d'extraordinaire. Il transforme une expérience vécue en un savoir que l'on peut transmettre. Il met de l'ordre dans ce qui arrive. Il aide à comprendre. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi. Voilà ce que nous avons appris. Dans ce chapitre, on découvre le récit comme un outil fondateur, outil de mémoire, garde une trace de souvenir, outil de cohésion, vers groupe, rester unis. Outil de compréhension, relier les causes et les effets. Outil de construction de soi, se représenter, s'orienter, se projeter. Et surtout, on voit comment à l'école primaire, la classe peut redevenir un cercle vivant, un lieu où l'on raconte pour apprendre à penser. Les mots pour penser, grandir par le langage, nommer, catégoriser, relier, exprimer pour comprendre et transformer le monde. 1. Pourquoi le récit enseigne mieux qu'une information seule? On peut donner une règle à un enfant. Il peut l'oublier. Mais si on raconte une histoire où cette règle a aidé quelqu'un, il s'en souvient souvent mieux. Le récit marque l'esprit pour 4 raisons. Il y a une structure, début, problème, action, fin. L'enfant suit plus facilement. 2. Il contient une émotion. L'émotion aide la mémoire. 3. Il donne du sens. On comprend à quoi ça sert. 4. Il fait réfléchir. L'enfant devine, anticipe, complice, ce n'est pas dit. Il fait des inférences. Donc raconter, ce n'est pas perdre du temps. Raconter, c'est enseigner la compréhension avant même la leçon. 2. Le récit, le grand parent de lecture-compréhension. Quand un enfant comprend une histoire, il fait déjà les gestes mentaux de la lecture. Repérer les personnages, situer le lieu et le temps, suivre les événements, comprendre les intentions, faire des inférences, résumer. Autrement dit, l'oral prépare le récit. Au primaire, c'est essentiel. Un élève qui raconte mieux comprend souvent mieux. Un élève qui comprend mieux lit mieux. 3 fonctions éducatives du récit hier et aujourd'hui. Le récit comme mémoire collective. Avant, on n'écrivait pas toujours. Les histoires gardaient les repères. Saisons, dangers, chemins, règles de vie. En classe, mémoriser en organisant ce qu'on apprend. Le récit comme boussole morale. Les histoires ne disent pas seulement ce qui arrive. Elles montrent ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut admirer, ce qu'il faut réparer. En classe, apprendre à juger et à réfléchir sans faire la morale. Le récit comme laboratoire de pensée. Le récit montre un problème et oblige à imaginer des solutions, à prévoir les conséquences. En classe, raisonner même sans leçon de la logique. Je voudrais montrer que les mots ne servent pas seulement à parler. Ils aident l'enfant à mieux comprendre ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et la manière dont il peut organiser sa pensée. Un enfant peut ressentir une émotion, mais s'il apprend le mot déçu, il comprend mieux ce qu'il ressent. Il peut vivre un événement, mais s'il l'apprend d'abord, ensuite, finalement, il peut rencontrer avec ordre. Il peut regarder un objet, mais s'il apprend solide, fragile, rugueux, il peut observer avec précision. Chaque nouveau mot est comme une nouvelle prise sur le monde. Donc, le vocabulaire n'est pas un bonus, c'est un moteur de compréhension. Catégoriser l'école des familles. Après nommer, on apprend à regrouper. Le cerveau apprend souvent par famille. Famille d'objets, animaux, plantes, outils. Famille d'action, courir, marcher, glisser. Famille de relations, parce que, donc, pourtant. Famille de texte,
raconter, expliquer, décrire, convaincre. À l'école, classer en famille aide beaucoup. Le vocabulaire devient plus facile à retenir et à réutiliser. 3 types de mots qui font grandir l'élève. Les mots pour observer. Couleur, forme, matière, taille, texture, intensité, mouvement. Les mots pour relier, raisonner. Cause, conséquence, comparaison, opposition, ordre, condition, parce que, donc, mais, d'abord, ensuite, si, alors. Les mots pour se construire, exprimer. Émotion, attention, valeur. Fier, inquiet, frustré, courageux, injuste, répare, choisir. Cette réflexion nous invite à poursuivre notre parcours en découvrant d'autres façons dont l'éducation aide l'enfant à comprendre, à s'exprimer et à grandir. Persévérer pour grandir. Les vertus du temps long. Attendre, une compétence invisible mais décisive. Attendre, ce n'est pas seulement rester silencieux, c'est savoir retenir une impulsion, ne pas interrompre, garder un objectif en tête, finir une tâche, gérer une frustration, ne pas abandonner, rester présent, ne pas décrocher. Ces capacités s'appellent des compétences d'autorégulation et l'autorégulation est un socle. Sans elles, les apprentissages se dispersent. 3 ennemis du temps long et comment l'école pour répondre. La dispersion. L'enfant commence, s'arrête, puis passe à autre chose. Réponse. Des tâches courtes, claires, progressives, plus des rituels stables. La frustration. Dès que ça résiste, j'y arrive pas. Réponse. Le droit d'essayer, plus un retour précis, plus de petites réussites régulières. L'agitation. Le corps s'agite quand l'esprit est saturé. Les 4 piliers de classe qui entraînent l'attention. Pilier 1. Prévisibilité. Ce qui est prévisible rassure. Et quand on est rassuré, on peut mieux se concentrer. Pilier 2. Clarté. Une consigne trop longue prie du bruit dans la tête. Une consigne courte aide à agir. Pilier 3. Progressivité. On ne demande pas 20 minutes de concentration d'un coup, on entraîne 3, 5, 7, 10 minutes. Pilier 4. Retour immédiat. Plus le retour, feedback, est proche de l'action, puis l'élève progresse. Éduquer, ce n'est pas seulement faire obéir, c'est aider l'enfant à comprendre, à se corriger et à trouver en lui-même l'envie d'apprendre. Éduquer, c'est guider. Et guider, c'est toujours garder un équilibre entre exigence et bienveillance, entre cadre et confiance, entre rappel à l'ordre et envie d'apprendre. Depuis très longtemps, les humains utilisent 2 moyens pour influencer le comportement, la punition et la récompense. Mais l'école ne doit pas seulement faire obéir, elle veut faire grandir. Au primaire, la vraie question n'est pas comment obtenir le calme. La vraie question est comment obtenir l'adhésion. On peut obtenir le silence par la peur, mais on n'obtient jamais la curiosité par la peur. Ce chapitre propose une discipline juste, une discipline qui enseigne, qui protège, qui répare et qui nourrit. Punir et récompenser. De quoi parle-t-on vraiment? Punir au mauvais sens. Punir, c'est parfois humilier, écraser, se venger, faire payer. Résultat, l'élève obéit peut-être, mais il se ferme, il ment, il fuit ou il se durcit. Sanctionner au sens éducatif. Sanctionner, c'est poser une limite et rétablir le cadre. Résultat, l'élève comprend, répare
et commence autrement. Récompenser au mauvais sens. Récompenser, c'est acheter. Si tu fais, tu gagnes. Résultat, l'élève travaille pour la carotte, pas pour le sens. Encourager au sens éducatif. Encourager, c'est reconnaître un progrès. Valoriser une stratégie. Donner confiance. Résultat, l'élève se dit « Je peux y arriver ». But de l'école, passer de « Je fais pour éviter, pour obtenir » à « Je fais pour apprendre ». La motivation, ce qui aide un enfant à tenir l'effort. Au primaire, 3 choses motivent beaucoup. La sécurité, je peux essayer sans être ridiculisé. La compétence, je vois que je progresse. Le sens, je comprends pourquoi je fais ça. Récompenser sans faire progresser, créer de la dépendance. Punir sans expliquer le sens, créer de la révolte ou de la soumission. Encourager plus critères, plus progrès, construire l'autonomie. Les 5 lois d'une sanction éducative, juste et efficace. Calme, en sanction sans crier, sans colère. Clarté, si tu as fait X ici, donc il y aura Y. Proportion, une conséquence adaptée par une explosion. Lien, la conséquence doit être liée à l'acte. Réparer. Retour, on réintègre l'élève, tu peux recommencer autrement. Cette réflexion nous invite à poursuivre notre parcours en découvrant d'autres manières dont l'éducation peut guider l'enfant avec justice, exigence et confiance. L'histoire de l'éducation nous rappelle une question essentielle. Pendant longtemps, filles et garçons n'ont pas eu les mêmes droits face au savoir. Et pourtant, apprendre devrait ouvrir les mêmes horizons à chacun. Depuis très longtemps, l'éducation n'a pas toujours été la même pour tout le monde. Souvent, une question se posait, et se pose encore. Qui a le droit d'apprendre quoi, et jusqu'où? Et l'un des partages les plus anciens concerne les filles et les garçons. Dans beaucoup de sociétés, on a longtemps éduqué les garçons pour l'extérieur, la ville, le travail, la parole en public, parfois la guerre. Les filles pour l'intérieur, la maison, le soin, le silence, l'effacement. Parfois, c'était écrit clair. Parfois, c'était évident au point qu'on n'en parlait même pas. Mais l'histoire de l'éducation, ce n'est pas seulement l'histoire des injustices. C'est aussi une histoire de résistance et de changement. Des femmes ont appris malgré des interdits. Des familles ont transmis en secret. Des écoles ont ouvert des portes. Petit à petit, une idée importante s'est imposée. L'intelligence n'a pas de genre, mais les opportunités peuvent en avoir. À l'école primaire, les stéréotypes se construisent très tôt. Par les mots, les attentes, les exemples, les gestes, l'école peut alors devenir un lieu décisif. Soit elle reproduit les rôles, soit elle ouvre des possibles. Avec des racines et des ailes, on garde une boussole claire. Racines, respect, culture, dignité, héritage, aile, autonomie, ambition, choix, confiance. L'histoire nous apprend que l'inégalité n'est pas naturelle, elle est souvent organisée. À travers les époques, on retrouve souvent 3 mécanismes. 1. Répartition des savoirs. Garçons, lecture avancée, rhétorique, l'art de parler, sciences, métiers publics, filles, tâches, domestiques, couture, soins, morale. 2. Répartition des espaces. Garçons, dehors, place publique, filles, dedans, maison ou invisible. 3. Répartition des attentes. Garçons, ose, dirige, argumente. Filles, sois sage, aide, fais plaisir. Ces mécanismes changent de forme, mais ils laissent des traces. Et l'école peut parfois les prolonger sans le vouloir, en donnant plus souvent la parole à certains, en félicitant différemment, en montrant toujours les mêmes modèles. Au primaire, le stéréotype se construit très tôt. Voici des signaux fréquents à surveiller, sans culpabiliser. On attend des garçons qu'ils soient énergétiques, des filles qu'elles soient calmes. On tolère plus facilement le bruit des garçons. On félicite les filles pour le soin, les garçons pour l'audace.
Dans les jeux, chef, savant, pilote, princesse, soigneuse, assistante. Dans les exemples, papa travaille, maman cuisine, même sans le vouloir. L'enjeu n'est pas de nier les différences entre les élèves. L'enjeu, c'est de ne pas enfermer un enfant dans une case. Cette réflexion nous invite à poursuivre notre parcours en découvrant d'autres enjeux essentiels de l'éducation, entre héritage, choix de société et promesses d'avenir.